Notre affaire nous conduit en Amérique, et plus précisément au Mexique. Debany Escobar est né le 4 septembre 2003 à Monterrey. Debany est adopté à l'âge de 3 mois par Dolores Silva et Mario Escobar. Et d'après ce que j'ai pu lire, Dolores et Mario seraient en réalité sa tante et son oncle. L'un de ses parents, peut-être les deux, travaillait dans l'enseignement. Malheureusement, on ne connaît pas grand-chose sur son enfance et son adolescence. Et c'était sûrement parce que c'était une personne sans histoire, ou peut-être que ses proches préféraient garder ces éléments privés. En 2021, alors qu'elle a 18 ans, la jeune femme entreprend des études universitaires en droit. Le 8 avril 2022, Debany quitte la maison familiale vers 23 h. Elle doit se rendre à une fête avec une amie, Sarai, rencontrée 3 mois auparavant. Il y a également une troisième jeune femme qui s'appelle Yvonne qui les accompagne. Debany et Yvonne se rencontrent d'ailleurs pour la première fois. Ici, je me suis questionné sur les liens entre les 3 jeunes filles. J'imagine que Debany et Sarai se sont connus à l'université. C'est ce que je me suis dit ici, car c'est souvent à l'école qu'on va se lier d'amitié avec plein de personnes. Les 3 jeunes filles prennent un taxi pour rejoindre le centre-ville, à Saint-Nicolas. Elles arrivent à proximité du lieu de la fête à 23 h 30 précisément. Le groupe se rend dans une épicerie pour réaliser quelques courses. Les jeunes filles sélectionnent quelques produits ainsi qu'une bouteille de vodka. Elles se rendent ensuite au point de rendez-vous et vont faire la fête. Debany profite comme de nombreux invités présents. Elle est jeune, on est en week-end, alors oui, elle profite pour boire un peu d'alcool. La jeune femme n'a pas toujours l'occasion de faire la fête. C'était le moyen de se détendre pour elle et ses amis après une longue semaine de travail. Les 3 jeunes filles ont beau passer un beau moment, elles ont d'autres projets pour la soirée. En fait, il n'y a pas qu'une seule fête ce soir-là. L'une d'elles se trouve également dans le centre-ville. Cependant, personne n'ouvre la porte aux nouvelles arrivantes. Malgré ça, elles ne perdent pas espoir et vont trouver un autre endroit pour faire la fête. L'une d'entre elles va prendre son portable afin de se connecter à l'application Didi vers minuit 49. Il s'agit d'une plateforme de taxi, un peu comme Uber qu'on connaît tous. Les jeunes filles embarquent dans le véhicule qui est venu les chercher à 1 h du matin. Elles sympathisent avec le chauffeur, un certain Juan David. Ce dernier leur donne même son numéro. Il s'est dit qu'on ne sait jamais, qu'il pourrait les reprendre un peu plus tard. Le trajet des jeunes filles les mène au domaine de Quinta Diamante à General Escobedo. La localité se trouve à 25 minutes de route de Monterrey. Cependant, la fête à laquelle elles pensaient s'amuser est terminée. À ce stade, l'alcool a déjà débuté son œuvre sur les esprits des fêtardes. Le groupe ne compte pas rentrer et se met à la recherche d'une autre fête. Vers 1 h 20 du matin, elles vont trouver. L'organisateur en personne des festivités les autorise à rentrer, bien qu'ils ne les connaissent pas. Sur place, le comportement de Debany va évoluer. 10 minutes seulement suffisent pour qu'elle s'embrouille avec d'autres invités. Ces derniers mettent en avant l'état dans lequel la jeune femme se trouve. Debany ne veut pas admettre qu'elle est complètement bourrée. Elle trouve le moyen de s'enfermer aux toilettes du lieu de la fête. Yvonne décide de contacter Juan David vers 3 h 29. Quelques minutes d'échange par message suffisent au chauffeur de taxi pour comprendre ce qui se passe. Il était temps que Debany rentre chez elle. Là, elle n'était plus en état de faire quoi que ce soit. Juan David vient récupérer Debany à 3 h 54. Le lendemain matin, Mario est inquiet. Sa fille n'est pas rentrée. D'ailleurs, son téléphone affiche plusieurs appels en absence passés tôt dans la matinée. Il questionne sa femme Dolores, également dans l'attente du retour de leur fille. Malgré plusieurs tentatives de la joindre, Debany ne répond pas. L'homme décide de signaler sa disparition aux autorités. La police prend au sérieux ce signalement et enclenche aussitôt des recherches. Il était nécessaire de retracer au plus vite les événements de la veille. Les amis de Debany sont interrogés afin de revenir sur les événements de la soirée. Sarai et Yvonne décrivent les faits, à quel point Debany s'est enivrée au cours de la nuit. Elles parlent notamment du chauffeur de taxi avec qui elles ont été en lien par 2 fois. L'homme leur a donné son numéro de téléphone lors de la première course. Yvonne est revenue vers lui quelques heures après, lui demandant de venir pour récupérer Debany. Le chauffeur lui a même transmis une photo de la jeune femme peu de temps après. Debany se trouve alors au bord d'une route. L'homme Juan David demande de l'aide à Sarai et Yvonne afin de reconduire sa passagère chez elle. Les amis tentent d'ailleurs de joindre les parents de Debany, mais c'était sans succès. Sarai et Yvonne sont tout aussi démunies que le chauffeur de taxi. Les jeunes filles déclarent par message que Debany était devenue insupportable. Elle les aurait même mordues et frappées.
Les enquêteurs comprennent ici que le chauffeur de taxi est le dernier à avoir vu Debani. L'homme est interpellé et identifié le 12 avril. Il est conduit directement au poste de police où il sera interrogé. Le témoignage de Juan David rejoint celui de Sarai et Yvonne. Debani était dans un état préoccupant. L'homme fait son métier. Il demande l'adresse du domicile à la jeune femme qui refuse de coopérer. Elle a été contrainte d'entrer dans le taxi alors qu'elle souhaitait encore faire la fête. Debani fournit une adresse à Juan David qui se révèle fausse. L'homme ne s'en rend pas tout de suite compte. Quand la supercherie éclate, il réclame des comptes à sa passagère. Il demande à Debani de donner la bonne adresse, mais elle ne le fera pas. Le chauffeur souhaite que la jeune femme contacte un proche pour venir la chercher. Elle va dire qu'elle n'a pas de batterie et refuse de recharger son téléphone dans le véhicule, alors que le chauffeur va gentiment lui proposer. Le trajet dure au total une vingtaine de minutes, et durant tout ce temps, Juan David tente d'obtenir des informations de Debani. Il souhaite la reconduire chez elle comme tout bon conducteur de taxi. La jeune femme ne veut pas coopérer, elle est même très agressive. Elle en vient même à dénigrer ses amis et à les insulter. Debani demande à quitter le véhicule et se retrouve au bord de la route. Juan David prend une photo d'elle et la transmet par message à ses amis à 4h26. L'homme va ensuite partir. À ce stade, Juan David a beau avoir un rôle important dans la disparition, aucune preuve ne le désigne comme suspect. Le chauffeur de taxi est relâché. La zone dans laquelle la jeune femme a été laissée se trouve dans un coin surveillé. Plusieurs caméras de surveillance couvrent la voie, celle d'un motel en particulier. Debani est aperçue peu avant 5h du matin, à partir du moment où elle quitte le taxi de Juan David. Le véhicule quitte les lieux, la laissant seule sur le bord de la route. La jeune femme ne reste pas inactive. Elle doit trouver le moyen de rentrer chez elle. Debani va alors marcher jusqu'à un bâtiment tout proche. Il s'agit de la société de transport Alcosa International. Malgré qu'il soit très tôt le matin ou très tard le soir, la jeune femme se dit qu'elle pourrait trouver de l'aide. Il doit bien y avoir une personne, voire un téléphone quelque part. Debani s'aventure près des locaux. Mais la chose qui est bizarre, c'est que la caméra ne la voit jamais revenir. On suppose même que plusieurs minutes de vidéosurveillance sont manquantes sur la bande. Pourtant, la jeune femme est capturée par les caméras du motel Nueva Castilla. Elle se dirige vers un restaurant dont le terrain est délimité par une imposante clôture. La vidéosurveillance repère Debani en train de regarder à l'intérieur de l'établissement. Malheureusement pour elle, l'endroit est vide et plongé dans le noir. Les parents de Debani diffusent la dernière photo connue de leur fille sur Instagram. L'image de la jeune femme debout sur la route devient virale. Elle est partagée sur les réseaux sociaux et sur d'autres médias. Les Mexicains se sentent concernés par la disparition de la jeune femme. Les autorités des États voisins sont également mobilisées. Mais malheureusement, comme dans toute enquête, les policiers reçoivent des informations de toutes parts. Il faut évidemment les vérifier et différencier les bonnes des mauvaises pistes. L'entourage de Debani effectue également ses propres fouilles, dans des secteurs plus ou moins proches du motel. Rien n'est laissé au hasard. Le groupe qu'ils forment se dirige vers des coins isolés. Des puits sont même sondés. Ils étaient là à la rechercher de partout. Les fouilles sont si importantes que d'autres corps de femmes sont retrouvés. Si des familles apprennent ce qu'il est advenu de leurs proches, Debani est toujours introuvable. C'est quand même dingue de se dire que pendant une enquête, tu vas retrouver d'autres corps que celui que tu cherchais au début. C'est quand même fou de se dire ça. Je vous promets, le Mexique, c'est effrayant. Les pays latinos, quand vous allez dans des coins qui ne sont pas touristiques, ça fait peur. Je veux pas généraliser, mais quand t'entends ce genre d'histoire, et c'est pour ça que je voulais la raconter aujourd'hui, ça fait très très peur. Des corps de femmes retrouvés alors qu'à la base, on recherchait Debani. Le 21 avril, les espoirs sont finalement anéantis. Des employés du motel Nueva Castilla sont dérangés depuis plusieurs jours par une odeur. À force de discuter les uns avec les autres, ils se rendent compte qu'elle provient d'un réservoir d'eau sur le terrain. Ils font part de cette information à la direction du motel. Quelqu'un finit par se rendre à l'endroit concerné afin d'effectuer une vérification. La personne qui va vérifier va tomber dans l'horreur. Le corps d'une femme flotte dans l'eau, dans cette cuve de 4 mètres de profondeur. La police est rapidement informée de cette découverte. Ils vont faire directement le lien avec Debani, bien qu'on ne sache pas encore de qui il s'agit. Les autorités rencontrent quelques difficultés à extraire le corps du lieu de la découverte. Le terrain en lui-même n'est pas bien praticable. Les autorités locales font appel à la protection civile de l'État pour l'opération. L'identité de la victime n'est pas révélée au départ.
Cependant, Mario, le père de Debani, reconnaît ses vêtements. Malheureusement, il s'agissait bien de sa fille. Ce n'est que le lendemain après-midi que la confirmation est faite lors d'une conférence de presse. Le sous-secrétaire à la sécurité publique, Ricardo Mejia, s'exprime. La victime portait des habits ainsi qu'un crucifix coïncidant avec la dernière tenue connue de Debani. La mère biologique de Debani fournit un échantillon de son ADN afin de le comparer avec celui de la victime. Le comparatif ADN confirme qu'il s'agit bien de la jeune femme disparue le lendemain de la découverte. Une autopsie est effectuée afin de comprendre ce qui s'est passé. La jeune femme a reçu un important coup au niveau de la tête, provoquant une commotion cérébrale. Elle serait alors tombée dans le réservoir d'eau où elle a été découverte. Cependant, le médecin assure ne pas être en mesure de déterminer s'il s'agit d'un meurtre. Le corps est enterré en phase de putréfaction, indiquant que le décès remonte à plusieurs jours déjà. La présence prolongée dans l'eau donne une fourchette allant de 5 jours à 2 semaines. Les parents de Debani sont dévastés. Ils ont cherché leur fille pendant des jours, mais sans succès. Ils ont médiatisé l'affaire dans l'espoir d'obtenir des renseignements. L'affaire a profondément choqué le pays. Les Mexicains sont révoltés. Ils vont dire que la sécurité des jeunes femmes n'est pas assurée. De nombreuses manifestations interviennent afin que justice soit faite pour Debani. La ville de Monterrey est malheureusement réputée pour son taux de féminicide, un taux qui est très élevé depuis les années 1990. Si d'habitude ce sont des femmes issues de milieux pauvres qui sont ciblées, le profil de Debani est différent. La jeune femme provient de la classe moyenne et suivait des études à l'université. Le président lui-même, Andrés Manuel, est touché. Il présente ses condoléances aux proches, familles et amis dès le 22 avril. Il a tenu à rencontrer les parents de la jeune femme en personne. Le président leur a assuré que le coupable sera puni. La sphère politique s'implique, en plus du président mexicain. Le secrétaire d'État à la sécurité, Nuevo León Aldo Fachi, n'est pas tendre avec les autorités en charge du dossier. Compte tenu des nombreux dysfonctionnements de l'enquête, il décrit une erreur humaine massive. Chaque étape de l'enquête a connu son lot de manquements. Les Escobar mettent les moyens pour mener à bien l'enquête sur la mort de leur fille. Un enquêteur privé est engagé afin de faire le tour de nouvelles pistes. Un médecin légiste est engagé afin de réaliser une nouvelle autopsie. Et ils ont eu raison parce qu'on va avoir une nouvelle expertise, qui était d'ailleurs en contradiction avec la première. Comme quoi dans certaines affaires, c'est important de ne jamais lâcher. Le crâne de Debani présente plusieurs traces de coups. Ces derniers avaient des angles de portée différents. La jeune femme a visiblement été attaquée par une autre personne, mais ce ne sont pas ces coups qui l'auraient tuée. La jeune femme serait morte par asphyxie. Debani était déjà morte avant que son corps ne se retrouve immergé dans le réservoir. Son corps présente également des traces de V. Ici, on est assez loin d'une mort accidentelle. La première autopsie avait effacé complètement la violence des faits. Et malgré ce nouveau rapport d'autopsie où on connaît enfin la vérité de cette violence, le dossier ne bouge pas. Même l'aide de l'enquêteur privé n'a rien donné. Dolores et Mario enterrent leur fille de 18 ans le 23 avril. Debani repose au Panthéon de Galeana. Le 28 avril, le président mexicain ordonne la formation d'un nouveau groupe d'enquête. Le dossier de disparition forcée est requalifié en féminicide. D'anciens porte-parole de l'affaire sont démis de leurs fonctions compte tenu des dysfonctionnements. Le 12 mai, des fouilles sont réalisées au sein même du motel. On se concentre plus précisément sur une chambre, sur le parking et le réservoir. Mais l'enquête n'avance pas vraiment. La famille se méfie de plus en plus de la police. Elles sont en train de perdre confiance en la justice. Plusieurs documents de l'affaire fuitent dans le journal espagnol El País le 13 mai. Mario Escobar fait part de sa colère au cours d'une conférence de presse. Il accuse le parquet en charge de l'affaire d'être responsable de la fuite du rapport d'autopsie. Le père de famille endeuillé jure d'engager des poursuites concernant les agents de police responsables. C'est l'occasion pour lui d'exprimer toutes les frustrations dues à l'enquête. Pire encore, ils estiment que la jeune femme était encore en vie plusieurs jours après sa disparition. En parlant de tout ça, les parents de la jeune femme remettent en cause plusieurs aspects de l'enquête, à commencer par le processus de recherche. 4 fouilles ont été organisées dans ce secteur avant que Debani ne soit retrouvé par des employés du Nueva Castilla. Les autorités auraient prétendument mobilisé 200 agents, drones et chiens dans ce secteur. Et on ne parle pas d'une exploration d'1 ou 2 journées. Les recherches près du motel ont duré 13 jours. Mario accuse le chauffeur de taxi d'avoir mis sa fille en danger en l'abandonnant sur cette portion de route. Juan David n'est pas le seul coupable dans le dossier d'après les parents de la jeune femme. Le procureur Nuevo León est traité d'incompétent.
Les parents de la malheureuse sont certains que les agents de police ont dissimulé des preuves pointant directement Juan David. Juan David aurait apparemment tenté une approche auprès de la jeune femme, et cette dernière aurait refusé ses avances. Le chauffeur n'aurait pas hésité à se déplacer jusqu'à la banquette arrière. Mario, le père de Debani, assure avoir vu une vidéosurveillance sur laquelle on voit l'homme toucher sa fille. Ce sont les policiers eux-mêmes qui lui ont montré la vidéo en question. Et quand on y regarde de plus près, Juan David n'est pas un enfant de cœur. Il cachait des choses sombres depuis le début. Le chauffeur de taxi a commis plusieurs méfaits par le passé. On parle notamment d'harcèlement ou de tentative d'enlèvement de femmes. Alors que les recherches pour Debani sont toujours en cours, l'homme est arrêté. Tout ça intervient le 12 avril pour une histoire de substance. Juan David est la dernière personne connue à avoir approché Debani. Pourtant, le chauffeur de taxi n'est pas du tout inquiété dans l'affaire. Le 1er juillet 2022, le corps de Debani est exhumé. Une 3e autopsie est mandatée. Elle est prise en charge par l'Institut des sciences médico-légales de la Cour supérieure de justice de Mexico. La famille de Debani ainsi que les autorités fédérales ont bien évidemment donné leur accord pour cette nouvelle procédure. Les résultats sont dévoilés le 18 juillet. Le médecin donne une nouvelle estimation de la date de la mort de Debani. La jeune femme aurait connu la mort entre 3 et 5 jours avant la découverte de son corps. Cela expliquerait pourquoi la majorité des fouilles des autorités n'a rien donné près du motel. On confirme une asphyxie par suffocation. La question des violences intimes est écartée du rapport. Aucune preuve ne corrobore ces faits. En janvier 2023, donc plusieurs mois après le décès de Debani, le dossier connaît une nouvelle avancée. 2 employés du motel sont inculpés pour fausses déclarations ainsi que dissimulation. Le 10 janvier, ils sont présentés au tribunal pour leur procès. Mais c'est malheureusement les derniers éléments que j'ai pu recueillir sur ce sujet. L'affaire Debani suscite encore de nos jours de nombreux questionnements. Un projet de reportage est dévoilé en octobre 2023. Mario Escobar émet rapidement son désaccord. Il envisage même de prendre des mesures à l'encontre de la production. Cependant, il déclare en décembre 2024 qu'un documentaire sera diffusé sur les plateformes de streaming en 2025. Cette nouvelle a fait polémique. Le père de famille n'a pas toujours attiré la sympathie de l'opinion publique. L'homme qui n'acceptait pas l'utilisation de l'image de sa fille a finalement revu son jugement. Vous vous rendez compte que depuis le début de notre récit, le père de Debani revient souvent. En effet, Mario s'implique énormément depuis le départ. Dès que la disparition de sa fille est confirmée, il prend une place de porte-parole pour sa famille. Si l'homme force le respect, son attitude agace également. Il est peut-être trop présent, trop impliqué. On lui reproche même d'avoir été un père défaillant en raison des appels manqués. Vous vous rappelez les appels des amis de Debani la nuit de sa disparition? Ici, je trouve que ce n'est pas un argument justifié. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir entendu la sonnerie de son téléphone en pleine nuit. À 4 h du matin, beaucoup d'entre nous sont plongés dans un sommeil profond. Donc ici, tu ne peux pas en vouloir au père. Et puis quand on voit son implication, ça représente l'amour qu'il portait pour Debani. Debani Escobar rejoint malheureusement la liste des femmes disparues et décédées de la région de Nuevo León. Les chiffres dans cette région font froid dans le dos. Quand je vous dis que les pays latinos ça ne rigole pas, c'est pas pour rien. Entre le début d'année 2022 et le 17 avril 2022, pour vous donner une idée, ce n'est pas moins de 327 femmes qui ont été signalées disparues. 289 ont été retrouvées en vie, 33 se trouvaient toujours disparues et 5 corps ont été retrouvés. Les proches de Debani sont toujours dans l'attente d'un jour connaître enfin la vérité. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et bon sang que cette histoire est effrayante. Debani, c'était une jeune fille qui avait la vie devant elle et à cause d'une soirée un peu trop arrosée, elle ne rentrera jamais chez elle. Dit comme ça, c'est hyper triste et ça fait froid dans le dos. Ça nous montre à quel point dans certains pays latinos, les femmes ne sont pas vraiment protégées. C'est ça qui est effrayant. Donc si vous comptez voyager dans un pays latino, n'y allez pas seul. Petit conseil. Je veux pas généraliser, mais restez accompagné. Qu'on vous protège un petit peu, protégez-vous. Ça coûte rien de se protéger, d'y aller en groupe par exemple. Ouais, Debani était une jeune fille de ce qu'il y avait de plus normal. Elle venait de débuter des études universitaires, un premier pas vers son avenir. Elle n'avait jamais fait parler d'elle avant une terrible nuit du mois d'avril 2022, date à laquelle elle va disparaître. Au cours d'une soirée mouvementée, la jeune fille se retrouve dans un taxi, seule. Debani, sous l'emprise de l'alcool, n'a soit pas donné son adresse, soit n'a pas consenti à un acte répréhensible du chauffeur.
La jeune fille a préféré quitter le véhicule, abandonné sur le bord de la route. Une dernière image d'elle, prise par le conducteur, fera par la suite le tour des médias. Les autorités et les proches de Debani s'appuieront sur une vidéosurveillance la montrant aux alentours d'un motel. Ce n'est qu'après 13 jours de recherche que son corps est repêché dans un réservoir d'eau. À partir de là, ses parents n'auront de cesse de se battre pour découvrir la vérité, et quitte même à s'en prendre aux autorités locales sur la mauvaise gestion du dossier. Mes pensées se tournent naturellement vers sa famille et ses proches. Ils sont encore aujourd'hui dans l'attente de ce qu'on appelle la justice. Ils ont déjà eu la douloureuse épreuve de sa disparition, 13 jours de recherche à espérer son retour. Retour qui se fera dans le silence de la découverte de son corps. Samantha est née le 24 avril 1989 à Newcastle. Ses parents Stan et Allison sont attentionnés et aimants. La famille habite à Wallsend, près de Newcastle, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Stan, le père, dirige le Dorsey Arm Hotel, qui fait aussi pub en même temps. Sa mère, elle, est une femme au foyer très heureuse qui s'occupe de ses 3 enfants. Il y avait le grand frère Lee, né en 1986, Samantha en 89 et la petite sœur Carly en 1991. Samantha a été décrite par ses amis et sa famille comme une jeune fille souriante. C'était une amie fidèle sur qui on pouvait compter, et ça, y a rien de plus beau je trouve. Les amis sur qui on peut compter, y en a pas tant que ça, donc ça fait plaisir. Elle était drôle et savait apaiser les esprits. Elle dégageait une énergie positive et faisait tout pour rendre les gens heureux autour d'elle. Carly, la petite sœur, témoignera dans un programme télévisé en Angleterre. Elle était en compagnie de sa maman et elle dira tout l'amour qu'elle portait envers sa sœur. J'étais la plus petite et la plus timide, et Sam s'arrangeait toujours pour parler ou demander quelque chose à ma place. Elle était très protectrice. Samantha était aussi une jeune fille très populaire à l'école. Elle avait beaucoup d'amis et s'entendait très bien avec le corps enseignant. Elle était plutôt aimée et tout le monde avait une belle image d'elle. Wallsend, c'est la ville où a grandi Samantha. Il s'agit d'une banlieue de Newcastle qui vivait essentiellement de construction navale. Mais ces dernières années, l'industrie perd en importance. Des sociétés ferment, du chômage et de la pauvreté se créent. Et tout ça va provoquer une grosse expansion de vente de drogue et une bonne explosion de violence dans cette charmante petite ville de banlieue. Cependant, la famille de Samantha dira qu'il y a effectivement de la criminalité. Mais ils n'ont jamais ressenti de peur ou n'ont été agressés. Pour eux, c'était un endroit qui avait ses travers comme il y en a partout dans ce monde. La famille va même dire que Wallsend est un bel endroit. La communauté est unie et les gens de cette ville s'entraident. Tout le monde se connaissait et c'était plutôt très cool. En tout cas ça, c'était lorsque les enfants étaient encore petits. Parce qu'au fil du temps, des voisins se sont installés et tout a fini par changer. La communauté s'est désunie et désormais le quartier est différent, même s'il fait toujours bon vivre. Il y a moins d'entraide, moins de sourires, mais c'est la vie qui voulait ça apparemment. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de s'intéresser à Jordan Jobson et de faire un focus sur sa vie. Jordan Jobson, quant à elle, a grandi à Walker, non loin de Wallsend à Newcastle. C'était une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal. Ses parents ont refusé tout contact avec la presse, et ils ont catégoriquement refusé que l'on divulgue quelques informations les concernant. Donc de notre côté, on va respecter ce choix. Par contre, on va parler de Jordan qui, rappelons-le, avait 15 ans lorsque le drame est arrivé. On sait juste que c'est une jeune fille qui, au moment des faits, n'était pas connue des services de police, ni d'aucun service d'ailleurs. Elle commence l'alcool et les drogues très tôt, mais refusera de divulguer à quel âge elle a commencé, certainement de peur d'être jugée. Elle n'est pas non plus une élève modèle. Elle est virée de différents établissements scolaires pour absentéisme de façon répétée. Elle sera rapidement accro à la cocaïne et à l'alcool. D'ailleurs, quand elle se fera arrêter, elle dira à la police qu'elle a bu 3 pintes de vodka et qu'elle a pris 8 rails de coke à 15 ans. What? Moi je regardais encore La Petite Maison dans la Prairie à 15 ans. Me regardez pas comme ça, c'était trop bien. Charles Ingalls, quel homme incroyable. À 15 ans, je me battais avec mon petit frère s'il avait touché à mon yaourt préféré que j'avais caché dans le frigo. Je crois qu'on n'avait pas du tout la même vie. Jamais à cet âge-là, ça m'aurait traversé l'esprit de prendre de la coke. À 15 ans. Enfin bref, pendant que Jordan gâche sa vie avec toutes sortes de substances, Samantha, quant à elle, prendra une décision radicale qui va bouleverser sa vie à jamais. Elle vient d'avoir 18 ans et sa mère raconte « J'étais au travail et je savais qu'il y avait quelque chose qui dérangeait Samantha. » Effectivement, sa fille lui annonce qu'elle pense être enceinte. Et même si ce bébé n'était pas prévu dans ses projets, elle l'assumerait et affronterait la réalité. Et honnêtement, au vu de la situation, c'était très mature pour son âge. Parce qu'élever un enfant très jeune, ça doit pas être facile. La maman de Samantha apprend la nouvelle et elle est très heureuse. Seulement, elle a un horrible pressentiment pour la suite. Elle dira à ses amis qu'elle avait peur que sa fille meure en accouchant. Elle avait comme une impression qui ne s'explique pas. Elle savait que quelque chose d'horrible allait arriver, mais elle ne savait pas quoi. Et bah qu'on le croit ou non, les pressentiments des mères, c'est quelque chose d'incroyable. Elles ont rarement tort sur ce qu'elles ressentent et je trouve ça particulièrement fascinant. Un petit peu effrayant, on va pas se mentir,
mais fascinant quand même. Bref, Callum va naître au mois de mai 2007. Et quelques semaines plus tard, Samantha va prendre une décision. Pour elle, il est temps de se prendre une petite soirée avec ses amis. Elle avait besoin de se changer les idées et de profiter un peu. Donc elle demande à Carly, sa petite sœur, de devenir une babysitter. Carly est nerveuse parce que c'est sa première garde d'enfant. Mais elle va quand même accepter pour aider sa grande sœur. Malgré le fait qu'elle avait du mal à lâcher Callum, Samantha le dépose donc chez sa mère et part avec ses amis ceux de Haute. C'était une belle journée et il faisait beau. Samantha et sa bande de copains décident d'aller sur la côte, en bord de mer, histoire de profiter un peu. Elle ne parlait que de Callum, diront ses amis, mais elle s'amusait bien quand même. Elle était heureuse et riait beaucoup de cette petite escapade. En bonne maman qui se respecte, elle demande à ses amis en fin d'après-midi s'ils peuvent retourner à Wallsend pour checker que tout va bien pour Callum. Et bien sûr, ils acceptent directement. Lors de l'enquête, Carly, la petite sœur, racontera les choses suivantes. Lorsqu'elle est arrivée, Callum pleurait parce que je tardais trop à lui préparer le biberon. Samantha, énervée, m'a dit alors qu'elle voulait le faire, mais j'ai insisté pour qu'elle retourne avec ses amis et qu'elle profite. Carly ne se doutait pas une seule seconde que c'était la dernière fois qu'elle verrait sa grande sœur. Samantha repart donc avec ses amis sur la côte afin de bien terminer cette belle journée d'été. Ils écoutent de la musique, boivent quelques verres, dansent et ensuite décident de retourner à Wallsend. Une fois sur place, le groupe qui est maintenant un trio, un couple d'amis et Samantha décident d'aller rendre visite à James. James est un ami de Lee, le frère de Samantha, et il habite tout près de là où ils étaient. D'ailleurs, voici une déclaration de James. J'étais chez moi tranquille posé, et d'un coup ça frappe à la porte. Il était environ 9h, 9h30 je pense. Je vais ouvrir la porte et je vois un couple d'amis avec Sam. Ils étaient tous contents, comme quand tu sors et que t'as bu un verre, tu vois. James vivait dans une ruelle de l'ancien Wallsend. Mais notre groupe se sépare de James et reste là à rire et à discuter. Quelques minutes plus tard, apparaît un groupe de 3 ou 4 personnes, visiblement ivres, et passe près de Samantha et ses amis. Samantha, moqueuse et alcoolisée, aurait lancé « Oh, regarde lui comment il marche !» Tout ça en riant. Le groupe qui est en face semble offensé par la remarque, mais ne dit rien. Il s'engouffre dans un appartement qui se situait un peu plus loin, dans une ruelle juste à côté. L'ambiance est festive. Samantha et ses amis s'amusent quand tout d'un coup 2 hommes, Terry Davidson, 18 ans, et David Kerr, 35 ans, qui est le petit ami de Jordan Jobson, sortent de cet appartement. James dira que de chez lui, il entendra des cris et de l'agitation. C'était près de l'un des 2 magasins qui étaient à une rue de chez moi. Je me souviens m'être dit comme quoi c'était une bagarre, des mecs bourrés comme d'habitude. Là, une dispute va éclater entre les 2 groupes. Pendant ce temps-là, Samantha tente d'apaiser les esprits. Comme elle est occupée, elle ne voit pas sortir Jordan Jobson de ce même appartement. Elle avait un gros couteau à la main. Sans avertissement, elle se jette sur Samantha. Mais ce n'était pas une attaque avec un seul et unique couteau, non. Jordan s'est acharné sur Samantha, et c'était une violence extrême. Elle s'effondre au sol, saignant abondamment, et pendant ce temps, Jordan, David et Terry s'enfuient dans la nature. Un des amis de Samantha court chez James pour trouver du secours, et James dira les choses suivantes. J'étais à la fenêtre, et j'essayais de voir d'où venait ce bruit, quand tout d'un coup mon ami a frappé un coup très violent à la porte. J'ai couru ouvrir, il avait du sang sur lui, il était anxieux, il m'a crié. Samantha s'est faite poignarder. J'ai couru jusqu'au bout de ma rue, et elle était juste là, sur le sol. Je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était grave, elle était juste là, immobile. Puis l'ambulance est arrivée, ils l'ont prise en charge, et ont commencé à la soigner, et c'est là que j'ai vu son dernier souffle. 43 blessures distinctes. Samantha s'est pris 10 coups de couteau. 1 au visage, 4 au bras gauche, 2 au bras droit et 3 à la poitrine. L'une des blessures était mortelle et a sectionné une artère près du cœur. Ce crime fait partie des plus monstrueux que j'ai pu vous présenter jusqu'ici, vu l'acharnement des coups. Il y avait tellement de haine et d'insistance, c'est juste effroyable. Et surtout venant d'une adolescente de 15 ans, ça paraît juste irréel. Que Samantha repose en paix. Dans la maison familiale, Allison rentre du travail et voit son fils Lee très agité, hurlant à sa mère de lui garder un taxi devant la maison. Allison, la maman, va décrire la scène. Je rentrais à la maison et Lee était en train de mettre ses chaussures. Il mettait ses bottes du travail et en même temps il me disait qu'il fallait garder le taxi devant la porte. Alors je lui demande pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un taxi, Lee ? Il me répondra très attristé. Samantha s'est fait poignarder. J'ai été prévenu par un de ses amis qui est venu en courant et couvert de sang. Alors j'ai écouté mon fils et je n'ai pas réfléchi et je suis monté dans le taxi. Je me souviens avoir pensé qu'il s'agissait d'une erreur, parce que Samantha ne se serait jamais mise dans une situation pareille. Jusqu'à se faire poignarder, je me suis dit qu'il avait dû se passer autre chose. Elle prend sur elle et elle appelle toute la famille. Ils se réunissent tous à l'hôpital, mais à ce moment-là, ils pensent tous que Samantha est encore en vie. Quand Allison, la maman, arrive à l'hôpital, elle aperçoit de nombreux policiers. Et à leur visage, elle se rend compte de la situation. Elle commençait à se rendre compte que tout ça n'était pas une erreur, c'était très grave. Quelques minutes plus tard, Carly, la petite sœur, arrive à l'hôpital. Je me vois arriver à l'hôpital et voir ma mère. J'ai su ce que personne ne nous avait réellement dit. Samantha était morte. Ma mère, elle le savait. Personne n'a réellement dit que Sam était morte. Mais on le savait, on le ressentait.
Aux premières heures du lendemain matin, la famille de Samantha est enfin autorisée à la voir. Et voici le témoignage de la mère, puis de la fille. Je me souviens avoir beaucoup crié parce que je voulais la voir, parce que je ne croyais toujours pas qu'elle était morte. Je pense qu'il s'est passé au moins 5 heures jusqu'à ce qu'on nous autorise à la voir, et c'était juste à travers une vitre. J'essayais de frapper à la vitre en pensant qu'elle allait se réveiller. Nous étions dans un cauchemar et nous voulions nous réveiller. Nous ne pouvions pas la toucher. On ne la voyait qu'à travers la vitre pour des raisons médico-légales. Mais je me souviens toujours m'être dit, est-ce que là, je veux vraiment la voir ? Nous y sommes allés avec ma mère, et c'était mon dernier souvenir de Sam. Honnêtement, j'aurais aimé ne pas l'avoir vue morte. Imagine juste la scène. T'es avec ta mère et t'apprends que ta sœur est morte. Et là, vous allez la voir sans vie à l'hôpital pour la dernière fois. Ce que je dis est très dur, mais imaginez la douleur de la famille. Ce qu'ils ont dû vivre, je ne le souhaite à personne. Il n'y a rien de pire que de perdre un proche. Et surtout de cette manière, un meurtre d'une violence sans nom. C'est tellement triste. Le médecin légiste dira que ses blessures étaient compatibles avec quelqu'un qui avait essayé de se défendre. Jordan prétendait à de la légitime défense, mais la façon dont elle avait agi était totalement disproportionnée par rapport à toute menace que Samantha aurait pu faire contre elle. Par contre, même si nous, au moment de la rédaction de cette vidéo, on sait qui a tué cette pauvre Samantha, la police, elle, n'en est qu'au début de l'enquête. Et à vrai dire, elle n'a aucune idée de qui a pu faire ça. Samantha était une jeune fille aimée de sa communauté, et elle n'avait pas de problème en particulier. Bref, l'enquête commence pour la police. La première stratégie sera d'impliquer les médias locaux. Une enquête est réalisée sur Samantha et sa famille, mais rien n'apparaît. Samantha n'est pas une personne agressive, elle n'est pas impliquée dans le crime, la violence ou les gangs. Elle est juste une jeune maman qui avait besoin de décompresser le temps d'une soirée. Le psychiatre de l'affaire dira que l'agresseur était dans l'exagération. L'agresseur était dans un acharnement d'une extrême violence, en utilisant plus de coups que nécessaire pour tuer sa victime. Les 3/4 des crimes exécutés sous exagération sont faits par des personnes avec des problèmes mentaux, ou par des gens qui ont abusé de drogue et n'agissant plus de façon rationnelle. Mais tout ça ne collait pas avec le profil de Samantha. Quelques jours passent et la police reçoit un appel anonyme. Un voisin dira avoir vu les agresseurs entrer dans une maison pas très loin de la sienne. Après des recherches, il s'agit de la maison de la sœur du petit ami de Jordan, David. Effectivement, ils se sont présentés là-bas le soir du meurtre, couverts de sang. Ils ont dit qu'ils ont participé à une bagarre et s'ils pouvaient se laver. Les voisins les laissent entrer et ils vont se nettoyer. Le voisin ne se pose pas plus de questions. Il se dit que c'était juste une bagarre banale et qu'ils avaient besoin d'aide. Seulement quand la police se présente là-bas, il est déjà trop tard. Le trio criminel est déjà parti. Mais à force de recherche, 4 jours plus tard, la police retrouve et arrête David. Dans la foulée, ils n'ont pas besoin de rechercher Jordan puisque sa propre mère la dénonce à la police. Elle oblige sa fille à aller au commissariat de Newcastle et lui ordonne d'avouer son crime. Et c'est ce que Jordan va faire. Jordan déclare à la police que ce soir-là, elle s'est enfilé 3 pintes de vodka et 8 rails de coke. À partir de là, elle s'embarque dans un déchaînement meurtrier. Jordan admet avoir tué Samantha, mais elle va nier le meurtre. Elle dira qu'elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait fait. Elle parle beaucoup de combien elle a bu, de sa consommation de drogue, et ça elle s'en rappelle plutôt bien bizarrement. Mais par contre, elle ne se rappelle pas avoir poignardé à plusieurs reprises quelqu'un. Je pense qu'on peut le dire, on est sur un bon et gros mensonge pour avoir une peine allégée. Bref, elle parlera aussi d'une relation avec un homme beaucoup plus âgé et comment ça l'a conduite à boire et à prendre de la drogue. Et que quand elle s'est mise avec David, elle a doublé sa consommation. Elle dira qu'elle ne voulait pas de lui, qu'il était trop vieux, qu'elle se servait juste de lui pour avoir de la drogue et de l'alcool. Effectivement, le psychiatre dira qu'avec l'alcool et la drogue qu'elle prétend avoir consommé, elle a dû être sujette à des crises de paranoïa extrême. Elle aurait pu regarder quelqu'un et croire que cette personne veut la kidnapper ou lui faire du mal. Jordan insiste sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de tuer Samantha, ni de blesser qui que ce soit d'ailleurs. 5 jours après le meurtre, Jordan Jobson est inculpé et l'Angleterre est indignée. Là, à ce moment précis, elle est sous le choc. Elle ne s'attendait absolument pas à ça. Pour elle, ça ne pouvait être qu'un barjot, un malade qui a tué sa sœur. Mais non, pas du tout, c'était une fille de son âge. Le jour du procès arrive et nous sommes le 19 février 2008. La presse s'entasse devant les portes du tribunal afin de recueillir la moindre petite information croustillante. L'histoire fait beaucoup parler d'elle dans le pays et tout le monde est choqué. Alison, la maman, va déclarer les choses suivantes. Elle ressemblait à une jeune fille de son âge, mais dans ses yeux, j'ai pu voir le mal. On avait l'impression qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Tout au long du procès, Jordan ne montrera aucun remords. Elle s'exprimera comme si elle n'avait blessé que légèrement Samantha. Ce qui était
complètement faux et ça énervait beaucoup la famille de Sam. On découvre aussi que l'équipe médico-légale a retrouvé le couteau ayant servi au meurtre dans un égout près de l'endroit où Samantha a perdu la vie. Quant à Jordan, elle laissera une image d'elle d'une jeune enfant dans le box des accusés. Elle était accompagnée de 2 travailleurs sociaux. Elle était propre et soignée. Mais elle était aussi très hautaine dans son attitude, selon certains. On découvre aussi lors de la reconstitution que le soir du meurtre, lorsque David et Terry sont sortis de l'appartement, ils avaient aussi un couteau et menaçaient Samantha et ses amis avant que Jordan n'arrive. Tout le long du procès, Jordan répétera qu'elle n'avait aucun souvenir de l'attaque. Par contre, la cour lui rappelle qu'elle se souvient de 3 pintes de vodka et de 8 rails de coke, donc c'était vraiment bizarre. Elle se rappelle de tous ces détails concernant sa consommation, mais elle ne se rappelle pas avoir pris un couteau et avoir poignardé 10 fois une personne. Un peu gros quand même. La cour ne pourra jamais confirmer les dires de Jordan, pour la simple et bonne raison que Jordan a été arrêté plusieurs jours après le meurtre. Donc forcément, aucun examen toxicologique n'a été pratiqué. Ici, il était quand même difficile de comprendre comment une jeune fille de son âge, qui a une corpulence mince, a pu avoir consommé tout ce qu'elle dit avoir pris. C'est difficilement possible. À mon avis, elle s'était certainement servie de cet argument pour sa défense. Elle a aussi confirmé qu'elle a agi en état de légitime défense, parce que c'était Samantha qui avait commencé à attaquer. Apparemment. Elle dira que Samantha avait une bouteille de vodka à la main et qu'elle a eu peur. Le problème ici, c'est que Samantha a quand même 43 blessures et qu'elle va aussi carrément perdre ses doigts pendant la bagarre. Il y avait beaucoup de preuves qui démontraient qu'au contraire, c'était Samantha qui s'était défendue contre Jordan. Le jury n'a pas cru un mot de ce que déclarait Jordan le 3 mars 2008. Il délibère en 90 minutes seulement et il la déclare coupable de meurtre. Pour la famille de Sam, c'est un soulagement. Justice a été rendue, même si ça ne l'aura pas rendu Samantha. Ils sont comme Jordan, condamnés à perpétuité, à vivre avec la souffrance et l'absence de leur être cher. Malgré l'enquête approfondie de la police jusqu'à ce jour, Jordan n'avait aucune raison de faire tout ça. Elle a eu une enfance normale, ses parents ne sont ni drogués, ni n'ont été violents avec elle. Il n'y a aucune explication de ce qu'elle a fait. Jordan est donc coupable de meurtre et condamné à perpétuité sans possibilité de libération après 15 ans. Elle pourra être libérée à l'âge de 30 ans. Ses 2 complices ont été condamnés également pour bagarre sur la voie publique. Et la sœur de David le sera également pour dissimulation de preuves. Jordan a fait appel à sa peine 2 fois, et sa peine sera finalement réduite de 4 ans, donc la peine maximale est ramenée à 11 ans au lieu de 15. Elle purge sa peine jusqu'en 2018 et elle est transférée dans une prison ouverte. Mais elle repart au bout de 3 mois pour avoir menacé une autre détenue. Elle continue d'avoir un comportement agressif et ne regrette vraiment rien. Ses codétenus diront qu'elle violait régulièrement les règles de ses sorties conditionnelles. Elle avait un comportement hautain et parlait de ses crimes de façon dédaigneuse, comme si elle n'en avait rien à faire. Elle n'a visiblement toujours pas compris ce qu'elle a fait et n'est pas consciente de ses actes. Pendant ce temps, la famille de Samantha doit vivre avec l'idée qu'elle va un jour sortir de prison. Callum avait 10 semaines lorsque sa maman est morte, mais il est très bien entouré avec ses grands-parents, oncles et tantes. Allison, la mère, se confiera sur son inquiétude concernant la sortie de Jordan. J'ai toujours essayé de continuer ma vie en me concentrant sur les bonnes choses et pas sur elle. Mais quand elle a été libérée, ça m'a tout rappelé. Son comportement montre à quel point elle n'est pas prête de retourner à la vie normale. Elle n'a rien appris, ce n'est plus une enfant, c'est une adulte. Et Callum aura-t-il envie de se venger? Dans quel état d'esprit sera-t-il quand il va grandir? L'assassin de sa mère peut parfaitement marcher dans la rue à côté de lui. On ne sait pas si son fils va se venger un jour. Je ne l'espère pas sincèrement. J'espère qu'il a pu grandir en paix et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Stan, le papa de Samantha, dira qu'il a toujours veillé sur son petit-fils Callum. Il disait qu'il veillerait toujours sur lui, lui montrant que sa mère était merveilleuse. J'ai été le plus heureux des hommes quand j'ai su que j'allais être grand-père pour la 2e fois. Mais tout s'est brisé avec la mort de Sam. Elle était absolument magnifique. Elle était vraiment pétillante, je me sens engourdi. Je n'arrive pas à croire qu'elle est partie. Samantha avait l'habitude de dire que Callum riait à chaque fois qu'il me voyait. Maintenant je dois m'assurer qu'il soit heureux le reste de sa vie. Et je veux aussi m'assurer qu'il sache à quel point sa mère était belle. En fouillant à droite à gauche sur internet, on ne retrouve aucune information concernant la famille ou la mère de Jordan Jobson. Et c'est normal parce que la maman de Jordan ne souhaite en aucun cas communiquer concernant l'affaire, mis à part dans le cadre de l'enquête. Elle aurait interdit formellement que son nom ou ceux de sa famille apparaissent où que ce soit, sous peine de poursuite. Est-ce que c'est de la honte par rapport à leur fille, son acte horrible au sein de la communauté? On ne le saura probablement jamais, mais honnêtement je pense que ça doit être ça. Maintenant, que dire de cette affaire?
Eh bien, c'est une très triste histoire. Samantha, 18 ans à peine, décide de devenir une maman responsable et Jordan ne lui laisse même pas l'occasion, puisque le petit Callum a à peine 10-11 semaines lorsque sa mère meurt. Elle n'aura même pas le temps d'être une maman. Une adolescente lui a pris la vie, soudainement, lors d'une soirée. Les deux jeunes avaient deux vies complètement opposées, mais je vous avoue, je ne sais pas quoi penser de Jordan. Ce que je me dis dans ma tête et ce que je me répète, mais qu'est-ce qui va te prendre dans ta vie pour prendre de la drogue et de l'alcool et à 15 ans? 15 ans seulement, sérieux. À cet âge-là, c'est l'adolescence, la fin de l'enfance. T'es encore une gamine, bon sang. C'est malheureux de voir ça. Est-ce qu'elle a pris ce soir-là quelque chose qui pourrait lui avoir fait oublier une partie de ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle en a un souvenir déformé? Elle dit qu'elle s'en souvient pas, mais elle se souvient avoir pris de la drogue et de l'alcool. Honnêtement, cette histoire me perturbe et j'ai du mal à comprendre. Attention, ici, je ne cherche d'excuses à personne, ni à défendre qui que ce soit. Je cherche juste à comprendre, mais concrètement, je n'y arrive pas. La famille de Samantha a fait un beau geste en créant une association pour toutes les victimes de crimes au couteau. C'est une façon de ne jamais oublier Samantha. Cette histoire, c'est aussi celle d'une membre de mon équipe qui se nomme Marie-Louze sur la chaîne Mogota. Elle a perdu son frère qui est mort d'un coup de couteau aussi. Peut-être qu'un jour elle témoignera et nous racontera son histoire. D'ailleurs, elle tient à dire les choses suivantes. Elle comprend la douleur de cette petite sœur et de cette mère, car en voyant Allison parler de sa fille, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à sa mère. La perte d'un membre de sa famille est une douleur indescriptible. La sensation de manque est présente au quotidien, et plus forte encore lors des réunions de famille. Pour ce qui reste, il y a les souvenirs qui les suivent jour après jour. Seul le temps apaise cette douleur. Le temps ne fait que l'apaiser, parce qu'elle ne part jamais. Paix aux âmes des défunts, et qu'ils puissent reposer en paix. Une chose est sûre, c'est que Samantha sera toujours dans le cœur des siens. Et pour Marie-Louze qui a perdu son frère également suite à un coup de couteau, elle ne l'oubliera jamais, et il restera à jamais dans le cœur des siens également. Ainsi se termine cette affaire sur Samantha Madjin. Elle nous a quittés bien trop tôt et j'aimerais vos avis concernant son meurtre. C'est tellement triste de voir ce genre de choses se produire. J'aimerais aussi vos avis concernant la meurtrière Jordan. Si selon vous elle était pleinement consciente de ce qu'elle a fait, ou si vraiment vous pensez qu'elle était inconsciente et qu'elle n'a pas menti finalement. Et aussi pour finir, j'aimerais envoyer beaucoup d'amour et de force à Marie-Louze qui fait partie de mon équipe. Merci à toi vraiment pour cette affaire et j'espère que ton frère repose en paix là où il est. En tout cas, il peut être fier d'avoir eu une sœur comme toi, et c'est moi qui te le dis. Sur ce mes amis, cette histoire nous rappelle plus que jamais de profiter de chaque instant avec nos proches. Alors s'il vous plaît, maintenant que cette vidéo est terminée, let's go, profitez de cette vie bordel. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.